Souvenir, oui. Pendant 20 minutes, malheureusement, la prise de son sera troublée par le vent. Mais on sera à l'abri à l'Aile Philharmonie. Vous découvrirez la grande salle. Comment ne pas parler synesthésie? Gris et blanc, c'était le pullover que j'ai montré à Olivier Messiaen. Orphée contre Saint-François, je ne peux pas me laisser faire. Le labyrinthe, celui qu'il faut courir pour essayer de trouver le chef d'orchestre et le metteur en scène. Et enfin, la lettre de Madame Loriot. Mais oui, nous avons eu la chance de croiser plusieurs fois Olivier Messiaen, Yvonne Loriot, et on a voulu rapporter ici quelques-uns de ces moments d'échange. J'étais à Nantes, j'avais 17 ans, et j'entends à la radio une pièce de piano dont l'harmonie, la couleur m'étonne. J'attends la désannonce. Olivier Messiaen, La Colombe. Oh, quelqu'un a pu écrire ça. Cette place dans l'univers musical dit classique est donc prise. Et dans la candeur de mon adolescence, j'hésitais entre poésie et musique. Eh bien, j'ai penché côté poésie. J'étais bien loin d'imaginer que quelques années plus tard, j'allais recevoir de l'illustre maître une lettre me félicitant pour mes essais poétiques. Tout y est passionnant. Les rythmes, les rimes, les mariages consonants ou dissonants des sonorités et des idées. Et oui, ce soir, c'est le grand opéra Saint-François d'Assise de Messiaen. J'étais à la première, j'étais aussi à la reprise à Paris en 92. Le jaune, là. Là donc, Aile Philharmonie. J'ai pensé à rassembler quelques souvenirs pour les quelques fois où j'ai rencontré Yvonne Loriot et Olivier Messiaen. Sur le t-shirt. Notamment le hasard qui avait voulu que je sois assis quasiment derrière le couple illustre. C'était à la maison de la radio. Das ist keine Fleck, das ist der Pampa von Final Fantasy. C'est le Pampa 14, Final Fantasy 14, je l'ai gagné à la Japan Expo. Ah, c'est pas une tâche. Oh, c'est très joli. Ce n'est pas le t-shirt de tout le monde. C'était l'ancienne salle, elle a été rénovée depuis. Et bon, je vais passer sur les détails, mais je vois que le chef d'orchestre ramène à Olivier Messiaen, qui était assis devant moi, une lettre. Ils n'ont pas l'air de s'entendre très bien, c'est vrai. Et je comprends qu'il y a eu peut-être une petite dispute au sujet de l'œuvre de Messiaen qui était ce jour-là dirigée par ce chef d'orchestre. Il me semble que c'était Et Expecto. Bon, je vois Messiaen penché, je suis très ému, moi, je l'avais jamais rencontré encore. Penché devant la lettre qu'il a liée avec ses difficultés de grand myope. Et je vois que Madame Loriot le regarde, je sens qu'elle est disponible. Excusez-moi, Madame Loriot? Oui, toute souriante. Ah, je voulais vous dire depuis très longtemps le secours qui avait été pour moi votre enregistrement du catalogue d'oiseaux. Tout de suite, je vois que Olivier Messiaen quitte un peu sa lecture et tend l'oreille vers moi. Eh bien, j'habitais rue Lafayette, j'avais eu un incendie. Et pendant quelques mois, j'ai dû camper chez un ami qui me prêtait un appartement. C'était très, très éphémère. Et dans cette anxiété, dans ce fait de ne pas avoir d'appartement à soi, vous ne pouvez pas rester là longtemps, écoutez votre catalogue, et vous écoutez dans le catalogue d'oiseaux. J'habitais en face de l'église Saint-Jean-de-la-Croix. Et elle me dit « Ah mais je n'ai pas joué là !» Je n'ai pas joué là. Non mais c'était pas votre jeu, c'était les disques. Et là, à ma grande surprise, elle regarde Olivier Messiaen, elle lui dit « Ah, tu vois le disque ?» Donc c'est déjà amusant, mais ce que j'oublie de dire, c'est qu'à peine lui ai-je parlé de l'incendie, que je n'avais plus de maison, elle met ses mains sur les miennes. « Oh mon pauvre ami, et alors comment ça s'est arrangé ?» Une inquiétude vraiment vive, spontanée, très étonnante. C'est le premier souvenir. Ça remonte à 1987. Mais quel est votre nom? Alors je vais passer devant pour que je puisse voir le maître. Alors, je donne mon nom. Ah mais nous nous sommes écrits très souvent. Oh, je vous ai souvent embêté. Mais non, mais si nous vous avons répondu, c'est que vous nous avez touchés. Nous recevons 30 lettres par
semaine, on les met dans des valises. Par jour. Wollen wir ein bisschen weitergehen? Et d'autres. Alors, ça, c'est un premier souvenir. Je suis donc devant Olivier Messiaen pour la première fois de ma vie et je dis ce qui me sort du cœur. D'abord, il est assis, il mine de vouloir se lever, puis il est quand même un peu âgé. Donc je me mets un peu plus bas et je n'arrive pas à croire que je suis devant la personne qui a écrit Saint François d'Assise. Mais je suis très ému. Et Madame Loriot fait ce geste. Imaginez, je suis Madame Loriot, Olivier Messiaen est là, et avec ses deux mains, elle me regarde, elle lui tapote la poitrine et elle me dit « N'est-ce pas qu'il est sympathique ?» Ça fait un drôle d'effet d'entendre ça. Et là, autant j'étais tendu à cette première approche de l'illustre Olivier Messiaen, ce type d'émotion, l'hypersensibilité que l'on a quand on est très jeune. Il faut en garder bien sûr, mais il faut apprendre, comme me disaient les Libanais, Paché dermisez-vous, passionné froid. Très bonne leçon du Liban. Et alors là, je suis complètement à l'aise, très détendu, très respectueux bien sûr. Et je lui dis, est-ce que vous savez, madame et maître, que je participe à vos cours? Ça leur paraît étrange, aurait-il fait comme fou? Non, non, je parle du film Messiaen et les oiseaux, ou de vos interviews, de vos entretiens, de vos leçons filmées au conservatoire. Et quand je vois qu'un Michel Béroff, qu'un Michael Lévinas et vos plus illustres élèves ne répondent pas quand vous jouez 3 accords et vous dites quelle est cette couleur, ils sont perdus. Et moi devant ma télé, je réponds vert. Et j'avais vu juste. Alors, je leur montre le point devant ma télé. Je dis pourquoi vous ne répondez pas au maître? Tout ce que je dis là, c'est mot à mot ce que j'ai dit devant Messiaen. Pourquoi vous ne répondez pas au maître? C'est un complot. Vous voyez bien que c'est vert. Et là, Messiaen, me voyant faire le clown, montrer le point à une télé imaginaire, je vais essayer de vous l'imiter, je vois son sourire s'élargir, je le vois renverser la tête et fermer les yeux, et vraiment comme ça, en silence, et revenir à moi. Là, je pense que la sympathie était parfaitement nouée. Et je pense qu'une des plus grandes fiertés de ma vie, c'est d'avoir fait rire Olivier Messiaen, d'un immense rire muet. Alors, avant de partir pour le Dauphiné, la propriété d'Olivier Messiaen, je veux rapporter un mot touchant que le maître eut ce jour-là. Je ne voulais pas accaparer tout ce temps de pause, tout ce temps d'entracte, et je lui fais part du regret que je sais que j'aurai par avance, de tout ce que je n'aurais pas pu lui dire une fois que je me serais éloigné. Et avec un regard direct, très doux, et un ton de voix appuyé, Olivier Messiaen répond « Vos poèmes disent tout. » Après, j'ai voulu connaître Petit-Chais. Moi, je suis je suis l'été souvent en Ardèche. C'est pas si loin que ça, les Alpes. Et j'ai voulu connaître Petit-Chais, le village mythique dont Messiaen a dit qu'il avait sauvé le paysage en achetant en 1930 une première maison, puis le pré qui était juste à côté et un peu plus loin. Et il est content d'avoir sauvé son paysage, le décor de la Fauvette des Jardins, sa dernière grande pièce de piano. Et donc là, je me dis, comment vais-je voir où est la maison d'Olivier Messiaen? Je suis en moto. Je demande au facteur la maison d'Olivier Messiaen. Suivez-moi. Alors, il faut être patient. Hein. Et je vois cette maison au bord du lac c'est le lac de Petit-Chais, enfin le village de Petit-Chais. Il y a Pierre-Châtel, Lafray, Petit-Chais. Bon, on va dire c'est le lac de Petit-Chais, mais enfin ils sont 3 côte à côte. Hein. Je crois que c'est le lac de Petit-Chais devant lequel est Olivier Messiaen. Lac de Lafray, Petit-Chais, Pierre-Châtel. Après c'est la Mure. On va dire Petit-Chais. En tout cas, je reconnais le paysage que je connais d'après les photos. Et je ne vais pas évidemment faire l'odieux idolâtre qui se colle à la maison de Messiaen en guettant que Messiaen sorte. Il veut être seul, c'est l'été, il aime composer là. Donc je me gare 40-50 mètres plus loin et prudemment je laisse le moteur tourner. Qu'est-ce que je vois? Sortir de la maison, un immense jeune homme. Il doit avoir, je ne sais pas quel âge il a, on est en 1990 par là. Il doit avoir 33 ans, 32 ans. Et je crois le reconnaître, c'est le premier qui a enregistré toute l'œuvre de piano d'Olivier Messiaen, c'est Roger Muraro. Et j'ai eu la confirmation par la suite. Grand, col roulé noir, plus grand que moi. Ce qui n'est pas peu dire, et très vexant. Et il me regarde un peu inquiet, qui sont ces voleurs? Oula, je ne me tarde pas, je reconnais tout ce dont Messiaen parle dans la Fauvette des Jardins, le pré, le grand cerf, au loin la muraille casquée de l'Obiou, tous ces massifs, et je mets les gaz et je file. Beaucoup plus tard,
je m'apercevrai que ça n'est pas tout à fait effacé de la mémoire de Roger Murat, qui m'appelle le motard de Petit Chêne. Alors, il faut être délicat. Quelques jours plus tard, j'aimerais quand même bien voir Olivier Messiaen. Donc avec ma moto, je fais la tournée des églises du coin. Je sais qu'il est chrétien et il faut que je trouve l'endroit où il est. En me cachant, bien sûr. Évidemment, là, ferait une messe, une messe par mois. Petit Chêne, il n'y a pas d'église. Saint-Théophrais, tiens. Je suis avec quelqu'un qui me dit, je viens de voir un couple là, de personnes qui sont entrées dans l'église. Je rentre, je me gare, la personne qui m'accompagne entre là, devant le porche de l'église et me fait d'immenses. Et là, pardon, j'ai délicatement espionné Olivier Messiaen, dont je peux dire que c'est un chrétien sincère, authentique. J'ai vu cet homme déjà âgé suivre la messe dans son missel comme un enfant, avec une grande pureté, une grande candeur, faisant tous les gestes spirituels classiques. J'ai vu Yvonne Loriot toujours vigilante à ses côtés, un enfant qui tousse au premier rang. Ne va-t-il pas déranger le calme de mon mari, très, très vive. Et puis je me suis évidemment éclipsé. Deuxième chose, donc on évite d'être à côté de chez Messiaen, on prend un hôtel à 10 km de là, à Lamure, et c'était peut-être pas la même année, peut-être l'année suivante. J'ai un petit accident de moto, pas très grave, je vais donc à la poste de Lamure pour trouver un garage, et là, Madame Messiaen. Bonjour Madame. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est extraordinaire. Alors, oh non, nous passions là par hasard. Bon, écoutez, je vais vous avouer, depuis le temps que le maître parle de ce paysage merveilleux, et je recite tout le décor de la Fauvette des Jardins, qu'il explique sur toute une page, on connaît tout. On voulait connaître cet endroit. Et Madame Loriot, comme à son habitude, devient d'une gentillesse, d'une familiarité, d'une vivacité. Regardez, un jeune homme nous écrit et il dit il veut mettre de la guitare sur le quatuor pour la fin du temps. Mais c'est impensable, je refuse. J'écris à Durand, son éditeur. Ah, les éditeurs, hein, vous savez, ils sont terribles. Hein. Ils ont mangé mon mari. Remarquez, il a de quoi vivre. Enfin, si je dis ça, ça paraît étrange, mais il y a un degré de familiarité et de cordialité qui s'est quand même créé entre Madame Loriot et moi. Et je pense que je ne trahis pas de secret, ça ne porte pas tort à Madame Loriot de raconter ces petites choses. Et là, elle me raconte beaucoup les accidents de son époux, qui a des vertiges, et avec des vertiges qui lui font partir la tête en arrière. C'est un problème lié à l'oreille interne, et on voit qu'il prend trop l'avion, Olivier Messiaen. On peut aller vers le flux, c'est l'Elbe. Donc, j'en étais où? J'en étais à dire, oui, les problèmes de l'oreille interne de Messiaen. Je dis que je suis allé voir par curiosité la Salette. Vous savez, c'est là où la religion chrétienne dit qu'il y a eu des apparitions, un peu comme de la Vierge. Il y a d'ailleurs un chemin, c'est un chemin de croix, c'est un chemin où on voit les enfants qui sont sculptés dans un joli bronze, ils sont de grande taille. On voit les deux enfants, plusieurs stations, et Madame Loriot me dit, quand je vais à la Salette, elle est chrétienne comme son mari, souvent comme en pèlerinage. Quand je passe là en voiture, c'est elle qui conduisait son mari. Quand je passe là en voiture, je ne regarde jamais. Et pourquoi? C'est là où Jacques, le violoniste, est mort dans un crash dans 1953, je crois. Un crash d'avion qui est malheureusement tristement connu. Le grand violoniste Jacques Thibault a perdu la vie. Après, que me raconte-t-elle à Lamure? Eh bien, ça c'est un des souvenirs de Lamure, mais ça n'est pas. Il y en a encore bien d'autres. Je me dépêche parce qu'il y a l'opéra qui va commencer bientôt. Ah oui, je voulais avoir une place pour la création des petits esquisses d'oiseaux. C'était une autre fois. Et je dis à Madame Loriot, je suis désolé, j'aurais tellement voulu assister à cette première. Il n'y a plus de place. Et aussi, il y en a toujours, n'est-ce pas, Olivier? Je vois Olivier. Oui. Mais je ne suis même pas sûr. Écoutez, elle prend des erreurs de comploteuse. Vous allez passer par l'entrée des artistes, vous allez dire que vous êtes tourneur de page. Je n'ai pas besoin de tourneur de page, je fais par cœur. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Le jour arrive, tant attendu. Je crois que c'était l'ensemble intercontemporain qui avec Xenakis, il y avait Boulez, évidemment. Là, je vois la relation de Boulez avec Yvonne Loriot et avec Olivier Messiaen. Yvonne, tu peux venir s'il te plaît? Maître, est-ce que vous souhaitez vraiment qu'on accentue ce moment? C'est peut-être un peu trop fort. Le respect de Boulez pour le maître Olivier Messiaen et la camaraderie
d'écolières de classe de... On est dans la même classe, on est à l'école Yvonne Tutoiement. Et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est la nouvelle caractère d'Yvonne, même si c'est la répétition, avant-première, c'est une belle robe de concert. Vous voyez, je sais pas, la canasse ensemble, belle habille. Et alors évidemment, toutes les caméras sont sur Olivier Messiaen, la télévision est là, ça va être transmis en direct par France Musique. Et enfin, c'est la répétition. Madame Loriot, superbe, avance, immense, quelle était la marque du piano, je ne sais pas, enfin, un queue magnifique. Et elle fait quelque chose d'abord, on ne voit pas trop ce qu'elle fait, et puis elle commence à jouer. Olivier Messiaen, comme à son habitude, ne regarde pas les interprètes, il regarde sa partition. Comme c'est écrit, comme je dois entendre. Il ne regarde pas. Quelques accords commencent, le début, le rouge-gorge. Arrêt. Pour une fois, Olivier Messiaen lève la tête, Madame Loriot quitte son siège. Attendez. Et là, vous avez la télévision. Vous avez la plus haute technologie. Et ce qu'on voit, c'est que Madame Loriot a mis un petit magnéto-cassette devant son immense Steinway, peut-être. J'ai oublié de le mettre en route. J'aime bien contrôler tout de suite après. Et la voilà qui met en route. Et là, tous les techniciens ont un large sourire. Et le concert a lieu. Et à la fin, j'étais avec une personne qui n'est pas du tout pianiste, musicienne. Et à ma grande surprise, Madame Loriot voit cette amie et la prend immédiatement en affection et en confidence. Vous n'imaginez pas, ça n'a l'air de rien, mais ces petites pièces, comme elles sont difficiles, et regardez toutes ces attaques-là, il faut les penser, il faut les réussir. Et alors, là, on disait à mon mari, mais vous n'avez pas, je disais, tu n'as pas mis le rouge-gorge dans les oiseaux. Cette fois, il en a mis 3. Voilà. C'est un souvenir très, très souriant. Et donc, les confidences de grandes techniciennes pianistes à une personne qui n'est pas du tout dans le métier, c'est aussi très, très amusant. Et puis, qu'est-ce qui reste encore? Mais je ne peux pas entrer dans les détails. Ah oui, j'étais à la reprise de ma deuxième fois que j'ai vu Saint-François, à l'Opéra Bastille. Je vois Madame Loriot. Bonjour. Oh non, c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Peter Sellars. Qu'est-ce qu'il a fait, Peter Sellars? Mais enfin, c'est épouvantable. Ces ailes rouges de l'ange. J'ai failli m'évanouir. J'avoue que, pour ma part, c'est du travail, mais je n'ai pas beaucoup apprécié cette représentation avec ces empilements de moniteurs, c'est ces postes où on voit des oiseaux, etc. Ça m'a paru d'un modernisme lourd. Bon, c'est du travail, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, je me permets de dire à Madame Loriot, oui, bien sûr, la mise en scène est importante, mais beaucoup de gens découvrent cette œuvre, et la musique a une grande force. Ah oui, mais quand même, ils reçoivent ça à travers ce qu'ils voient, et ça va altérer. Bien. Et je lui dis, c'était le 10 décembre 92, l'anniversaire du maître. Et c'est un jour quand même un peu marquant aujourd'hui. Comment cela? C'est l'anniversaire. Ah! Et là, encore une surprise. Non, l'anniversaire. Non, mon mari n'était pas superstitieux. Et même, il m'a dit, il n'y a pas si longtemps, tu es né quand, toi, au juste? C'est amusant. Par contre, pour ce qui est du rituel de la messe catholique, alors moi je ne connais pas ça très très bien, mais je sais que c'est quand même très, très scandé, hein. Il y a tout un tas de rituels à respecter. Ah là, il ne se sera jamais trompé, il savait toutes les dates par cœur. Voilà. Et puis bon, après, on pourrait entrer dans d'autres. Oui, j'ai dit j'ai failli m'évanouir quand elle a vu cet ange rouge, elle me l'a dit. Et puis, je l'ai revu une dernière fois, c'était en décembre, c'était au Châtelet. Je l'ai discrètement salué, je lui ai dit à l'époque que je comptais jouer à Denis au Liban. Oh, mais vous ne tenez donc pas à la vie? C'était la pire époque, les otages français et tout ça, mais on n'a pas pu le faire. Ça sera un jour. Voilà. Il y a d'autres choses à raconter. Il y a la création, je crois que c'est le livre du Saint-Sacrement par Helmut Krösler, une virtuose organiste allemande. Bon, je peux le dire maintenant. Quand elle descend de la tribune avec Olivier Messiaen, les gens s'approchent, tout le monde applaudit avec un large cercle de respect. Ce cercle est traversé par un monsieur. Olivier! Alors vous allez rire, c'est un peu vraiment comme une blague. Et la personne avec qui j'étais le reconnaît, c'était Alain, le frère d'Olivier Messiaen, qui a toujours un peu reproché à son illustre frère de ne pas suffisamment parler de lui. Il était poète, et dans ses poètes, il fait une espèce de commentaire un peu passionné, un peu technique de la musique de son frère. Et cette fois, je me réjouis d'être inaudible. Je remercie le vent de jeter un voile pudique sur les confidences qui sont faites ici. La reconnaît, il lui tombe dans les bras et
Et Olivier Messiaen était, je pense, content qu'Alain ait trouvé quelqu'un d'autre à serrer dans ses bras que lui. Voilà. Bon, Saint-François. Saint-François. Encore quelques souvenirs. Si vous avez le courage de me suivre sur ces marches, je n'ai pas filmé le très grand escalator qui part du rez-de-chaussée. Il est comme dans une gaine en forme d'œuf, avec des murs pâles, un peu crème, blanc, des motifs discrets. Convexe, cet escalier roulant. Les dernières marches sont de moins en moins hautes. Il est tellement long, il monte tellement haut qu'on ne se doute pas qu'il conduit à la véritable épreuve, l'ascension pédestre, des escaliers qui partent de tous les côtés, vous allez voir, et qui nous mènent de niveau en niveau, soit à de vastes baies vitrées, soit à des terrasses ouvertes, qui donnent les unes comme les autres sur un immense panorama. Dans ce labyrinthe de couloirs, de niveaux, d'escaliers, j'ai quand même essayé de me repérer. Imaginez que juste au moment de quitter Paris, j'ai pensé à emporter, je me suis rappelé que j'avais 2 photocopies de la lettre que Madame Messiaen m'a écrite 3 semaines après le décès de son époux, et à l'issue de la représentation, pouvoir offrir une copie à Kent Nagano, le chef d'orchestre, une autre à Georges Delnon, qui sont les 2 initiateurs, les 2 porteurs de cet immense projet Messiaen à l'Elbe Philharmonie, ne ferait que grandir ma joie d'avoir pu y entendre l'œuvre. Dites, redescendez un peu dans la vidéo, à la minute 20, un peu après. Regardez la double rampe centrale dans les escaliers, on se croirait presque à Montmartre, non? Ah, je n'attendais pas cette pointe du vieux Paris dans une construction elle-même à la pointe de l'architecture moderne. Enfin, je m'amuse d'un détail, j'essaye de vous amuser aussi, mais nous sommes dans un endroit monumental, singulier par sa forme, ses dimensions, et pourtant parfaitement aérien. Tout qualificatif qui finalement conviennent aussi bien à Saint François d'Assise, le grandiose, le gigantesque opéra de Messiaen. Je crois qu'il eût été heureux de le voir représenté dans cet illustre cadre. Je vais revenir dans une minute aux souvenirs de moments passés auprès de lui et de son épouse. Mais un mot sur Pierre de Meuron et Jacques Herzog, les 2 architectes. Herzog dit « Construire, c'est toujours détruire quelque chose ». Je pense que l'insatisfaction de ce qui existe est un puissant moteur de la création esthétique. Je vais plus loin, et tant pis si la formule paraît simpliste, si elle n'est claire que pour moi, je crois qu'un artiste ne dit oui à rien. Pierre de Meuron, Jacques Herzog, j'espère vivre assez vieux pour voir l'achèvement de la tour triangle qu'ils ont prévu, Paris 13e arrondissement, en attendant découverte de la grosseur salle de leur Elbphilharmonie. Wow, c'est un vertige. Vertige au 13e étage d'un bâtiment qui en compte 29. Ah, j'étais inquiet. Depuis Paris, j'ai vérifié plusieurs fois sur les plans, j'ai même téléphoné. C'est bien à l'Elbphilharmonie qu'on donne le Messiaen, et non pas au Staatsoper. Le Staatsoper de Hambourg est conçu pour l'opéra, mais l'Elbphilharmonie absolument pas. Saint François d'Assise, c'est 120 instrumentistes, 150 choristes. Bon, ça va passer, mais les 9 solistes. Dans un oratorio, les chanteurs chantent statiques, pas besoin de mise en scène, mais dans un opéra, les chanteurs sont également des acteurs. Et le décor. Ah, voilà. Là, tout de suite, je zoome. Évidemment, cette passerelle attire mon regard. 2 rampes se rejoignent qui seront le lieu de l'action visible. Et chance pour la place que j'ai choisie, ils joueront à hauteur Dieu pour moi. Un côté passionnant de l'art du metteur en scène que celui de devoir s'adapter à des endroits nouveaux. Je l'ai connu dans plusieurs pays d'Afrique et même simplement à la Cité internationale à Paris, lorsque j'ai vu la scène
tout à fait carrée, froide, que je trouvais distante du public, j'ai demandé la construction d'une avant-scène en forme de demi-cercle qui donnait plus une impression de fusion entre cette scène et la salle. C'était un grand cadre pour mon Adonis, mais quand même fort loin de l'impression d'infini dégagée par l'espace où nous sommes maintenant. J'ai pressenti que Georges Delnon allait faire de cet immense volume le décor de Saint-François. Imaginez que, pour le détail, les chanteurs vont se répartir dans tous les niveaux. Parmi les spectateurs, on verra même l'ange suspendu de façon très périlleuse, inquiétante, au-dessus du vide. Écoutez, regardez, c'est toujours cocasse ces ultimes répétitions d'une mesure ci, d'une mesure là, par tel instrumentiste, et cette cacophonie. Elle peut être émouvante car des fois s'en dégagent des éléments, des thèmes que l'on reconnaît de l'œuvre qui va être donnée. Confidence, la première fois que je suis allé entendre Péléas et Mélisande, c'était à l'Opéra de Nantes. Reconnaître dans ce brouhaha préparatoire des mélodies familières m'a mis les larmes aux yeux. J'étais jeune, mais tenez ici la flûte piccolo. La fauvette gérigone qui annonce l'ange, c'est elle dont la notation a coûté 25 heures d'avion à Olivier Messiaen. Il est allé la chercher en Nouvelle-Calédonie. On va faire un bond à Paris. On va revenir à Rambourg, mais on va s'installer au conservatoire, à l'ancien conservatoire de la rue de Madrid. Madame Loriot m'y a invité, non pas à la dernière audition, parce que Olivier Messiaen était encore là, mais à l'une des dernières auditions de ses élèves pianistes au conservatoire. Ces élèves avaient la chance d'avoir pour professeur une virtuose de classe mondiale. La salle est quasiment pleine. Madame Loriot me dit de rejoindre les quelques privilégiés installés sur scène, assis tout à côté des virtuoses qui vont donner leur audition. Ce n'est pas vraiment un cadeau, parce que la leçon va être d'autant plus écrasante que je fais moi-même un peu de piano, sans jamais l'avoir vraiment travaillé. Fin de l'audition, applaudissements, compliments d'usage, Madame Loriot est occupée, Olivier Messiaen est seul, je l'approche, je le remercie, c'est ma femme. Ah oui, mais le bonheur d'entendre du Messiaen, quelques pièces de Messiaen avaient été jouées, et par les élèves de l'épouse du compositeur, et en sa présence, c'est un privilège. Madame Loriot nous rejoint, elle me remercie vivement d'être venue, c'est le monde à l'envers, mais c'est Madame Loriot. J'avais pu, mais trop brièvement, évoquer la synesthésie devant Olivier Messiaen. La sienne est aujourd'hui universellement connue. Il en donne explications et détails dès l'âge de 20 ans, dans les commentaires de ses 8 préludes de jeunesse. Tenez la colombe, cette pièce dont je dis quel effet elle a eu sur moi, j'en parle tout au début de cette vidéo. Olivier Messiaen la voit orangée, veinée de violet. Le deuxième prélude, il le voit gris, mauve, bleu de Prusse. Le milieu est diamanté, argenté. Cinquième prélude, Messiaen le dit, superposant un mode bleu-orange à un mode violet-pourpre traité en timbre cuivré. Il y voit encore des effets de pierrerie. Quant à la synesthésie qui est la mienne, je lui ai déjà consacré plusieurs vidéos. Avant de vous faire entendre la réaction d'Olivier Messiaen à mon propos, je vous en soumets quelques extraits. Je vois, en effet, je perçois des couleurs dans les sons des voyelles, ou plus exactement des vibrations colorées, et j'essaie de composer selon les rapports de ces couleurs mouvantes. D'ailleurs, je n'ai rien inventé. Bien des poètes et bien des musiciens ont fondé plus ou moins consciemment leur travail sur la synopsie, on dit aussi synesthésie, dont je suis atteint.
Chez les Français, je ne pense pas tant à Baudelaire ni à Rimbaud qui en ont parlé extérieurement de façon descriptive, sans que la matière de leur œuvre, même rimée, soit profondément affectée du propos qu'ils tenaient. Mais chez les modernes, je pense d'abord à Messiaen, qui durant toute sa vie a évoqué et prouvé ce phénomène comme sous-tendant ses compositions musicales, tout en déplorant que cette déviation sensorielle affecte si peu de gens. Je vois des couleurs dans le son des voyelles. Le son in, in en premier lieu, des 4 voyelles nasales du français, en, on, un. Le son in m'a comme viscéralement porté à la poésie et à la perception colorée des figures verbales, notamment celles de notre langue. Dans l'émerveillement de mes 17 ans dû au placet futile de Mallarmé, la nasale n'a pas moins compté que le reste. Princesse, à jalouser le destin d'une hébé qui pointe sur cette tasse au baiser de vos lèvres. Messiaen connaît bien la persistance rétinienne et le phénomène des couleurs complémentaires qui apparaissent une fois les paupières fermées. En science, le domaine précis de l'étude est celui de la psychophysiologie des hyperfonctionnements perceptifs. Question. Quelle est la couleur du miroir lui-même? Quelle serait sa couleur complémentaire, sinon celle du miroir qui lui répond en renvoie l'image à l'infini? Pensez à la reproduction. Cette fascination pour la couleur du miroir, l'enchaînement des naissances de mère en fille. J'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle Poésie, le souffle des êtres. Je parle de cette couleur que je vois dans les sonorités, dans les voyelles nasales du français comme le 1 UN ou le 1 AIN. Et c'est vrai que ça a beaucoup joué, la considération, l'influence, l'imprégnation de cette couleur dans l'écriture de mon Adonis. Et bien sûr dans les vers de mes 17, 18 ans, dans mes tout premiers vers. D'où ça vient? Mais bien sûr, l'envers des feuilles du tilleul, en bas de chez moi, il est toujours là. Essentiellement les vignes sulfatées. Le sulfate de cuivre à l'époque était bleuté, et sur les feuilles vertes, le mélange était extraordinaire de ce bleu vert. Et puis bien sûr le sirop de menthe, la fameuse menthe à l'eau. Le sirop d'Aiguebelle. Quand on est enfant, ce vert peut fasciner vraiment. Sa dilution dans l'eau et la couleur même de l'eau. Et toutes ces nuances, toutes ces variations, toutes ces évolutions. Je ne sais pas si on peut dire une involution. Chants de terre et de ciel, Araoui, Cinq-Rechants. Je connais les goûts poétiques d'Olivier Messiaen. Il reste influencé par l'imagerie surréaliste. Il n'a jamais mis en musique d'autres poèmes que les siens. Il a du reste écrit lui-même le livret de son opéra. Mais s'il a toujours dit qu'il n'était pas poète, la poésie existe chez lui dans la fusion du texte et de la qualité de la composition musicale. Me voici donc seul avec lui et Madame Loriot, et je vais lui poser directement la question. Maître, j'imagine que la poésie du grand siècle, la tragédie en vers par exemple, doit vous sembler fort grise, n'est-ce pas? Le maître acquiesce, mais comment s'en étonner? Mais oui, si je m'en étais tenu moi-même à ce que l'enseignement scolaire m'avait appris de ce genre, il ne m'en resterait qu'un immense dégoût, comme la plupart de ceux qui aujourd'hui s'occupent de poésie et dont l'inspiration ne s'enracine pas plus loin que les 2 derniers siècles. Mais ce jour-là, détail d'importance, je porte un pull-over gris. Et si l'on veut bien en approcher les yeux tout près, on voit que chaque brin de laine est composé de filaments rouge, bleu, vert. Et je tire mon pull-over vers les yeux d'Olivier Messiaen et je vois que la petite expérience l'intéresse vraiment, l'amuse. Et c'est ici qu'intervient Madame Loriot, qui était très attentive à la scène. Dis-lui, raconte-lui l'histoire de Vinci avec ses élèves. Messiaen hésite, réfléchit,
On dirait qu'il se fait un peu prier. Mais si, les fleurs blanches, pour son tableau. Olivier Messiaen consent alors au récit. Il me dit qu'en effet Vinci avait besoin de blanc pour un tableau et qu'il envoie ses élèves chercher au jardin tout ce qu'ils peuvent rapporter de blanc. Ils reviennent les bras chargés de tout ce qu'ils ont pu trouver de fleurs blanches, chèvrefeuilles, lilas, les tulipes, les roses, ils les ont choisies blanches, les fleurs d'aubépine, et ils se font mal recevoir par le grand Léonard, qui leur dit « Mais non, vous n'avez rien compris, il fallait rapporter des camélias, des bleuets, des coquelicots, des jonquilles. La somme de ces couleurs, c'est le vrai blanc. » Ça, je ne connaissais pas cette anecdote, et qu'elle me soit rapportée par Messiaen la préservera toujours de l'oubli pour moi. Sans doute était-il un peu tard pour faire pénétrer Olivier Messiaen dans les arcanes de la perception colorée des Alexandrins de Corneille ou de Racine. Mais je suis certain, j'ai senti, qu'en lui demandant de me rapporter cette histoire, Madame Loriot avait ouvert à son synesthète de mari une perception autre que grise de cette poésie classique, comme Vinci à ses élèves une autre perception du blanc. Nos langues n'ont pas plus de corps que chacun d'entre nous. À supposer que le mot de réalité ait un sens, la parole en rend mieux compte, par son bruit composé que par ses velléités sémantiques. Par son bruit que par ses velléités sémantiques. Seul ce bruit composé la peut faire entrer en résonance avec elle-même d'abord, et par conséquence espérée avec son objet ou avec autrui, et pourquoi pas avec les arbres, les rochers, les hommes les plus farouches. C'est le propos de Orphée, un travail que je poursuis depuis 3 décennies, même plus maintenant. Orphée, effort vers la lumière, dont le commencement tourne rimes et assonances à l'obsession de ce rouge, rouge orange, rouge intense, rouge sang, celui même des plus basses radiations lumineuses que puisse du spectre d'émissions solaires saisir l'œil humain. En composant toutes ces résonances dans l'ambitus du timbre vocal, Orphée crée le chemin de sa descente. Il explore le langage dans ses sonorités encore en formation, dans leur bruit, dans leurs dessous chromatiques complexes. IN, bleu vert cendre, miroir, AN, roux et paille, ocre, c'est terreux, ou ocre et pourpre, rigueur formelle. Recherche syntaxique, plein emploi des ressources phoniques de la langue, gouverne son progrès. Chant, chant tous en touchant, tous en creusant la fange. Chaîne sans chant, de quel rang face au couchant des sanges. Quel chemin fais-je, vais-je, et tragédie et chant. Quel chemin fais-je, vais-je, et tragédie et chant. Branches, bois déchirés, bras, jambes m'accrochant, gêne mes derniers pas, empêche mon avance. Branches, bois déchirés, bras, jambes m'accrochant, gêne mes derniers pas, empêche mon avance. Branches, bois, rouge sang, creuse mon impuissance. J'en creuse dedans ma chair, la sang tout descend. Branche, bois, rouge sang, creuse mon impuissance, creuse dedans ma chair la tombe où je descends. Peu cher, le pauvre. Branche, bois déchiré, vois quel chagrin tu sens. Mais ces accents, ces chants de résonance étrange, c'est de Taulois sous quoi le sourd destin nous range, sans en changer le cours. Quel chemin froid faisant, quel chemin froid, plus froid, pas après pas creusant, songeant mon sein déçu, tous ces accents descendre. L'ombre laisse au couchant creuser tous ces degrés de cendre, laisse au pangé abrupt ces sentiers rouges sang, dont tu descends un sombre et dangereux versant. Tu ne poursuis en toi qu'un souvenir exsangue,
J'arrête ici pour le début d'Orphée. Mais on va y revenir. On ne va pas zapper la fin de l'exposé d'un travail de plus de 30 ans. Rappelez-vous ce que dit Herzog, l'architecte. On ne peut pas construire sans détruire quelque chose. On ne peut pas me soupçonner de ne pas aimer un opéra que je viens voir pour la 3e fois. Mais écoutez Messiaen, et vous m'écouterez ensuite. Messiaen n'est pas peu fier de son travail. Il dit « Mon ouvrage est un message de paix. » De paix et un message d'espérance. À une époque où le crime et où le meurtre triomphent partout dans le monde, je ne vois qu'une seule personne qui soit au-dessus de ce message, et où je suis très en dessous d'elle, je ne suis même pas capable de lui embrasser les pieds, c'est la mère Teresa. La mère Teresa qui, aux Indes, soigne les malades, console les mourants et nourrit les affamés. Louis, qu'est-ce que tu réponds? Es gibt in seinem Himmel Il y a dans son ciel etwas, das ich ans Licht bringen muss. quelque chose que tu dois mettre au jour. Aber ich in meinen Höhlen Mais toi dans tes enfers, und viel tiefer. oh, Orphée. viel tiefer, oh je ne t'agis pas. J'ai beau savoir que tu n'aimes pas beaucoup la spiritualité, quand même. Écoute, mon chien, ne crois pas que la voix de François d'Assise ait plus de pouvoir sur les vents, les arbres, les rochers, les animaux, les oiseaux, ni même sur le cœur des hommes les plus farouches que le chant d'Orphée. Et cet Orphée sur quoi je travaille n'est pas conçu pour une salle d'opéra, si fastueuse soit-elle. Il est conçu pour l'IA, la réalité virtuelle, la spatialisation sonore. D'un vert épais, un vernis à l'ocre rouge appliqué sur des selles d'argent, fait un miroir. Nos ancêtres déjà couchaient leur mort dans un lit d'ocre sur le côté du cœur. Orphée. De pâles, froids échos font se glacer ma langue, l'ombre. Tu ne poursuis, Orphée, en l'ombre où tu descends, qu'un souvenir exsangue et comme exempt de sens. Mais de tourments toujours tu fais moisson plus ample, et le couchant déjà t'ouvre un tombeau pour temple, où jusqu'aux nœuds d'hymen se font nœuds de serpent, où jusqu'aux vents amers donnent à nos serments leurs sifflements aigus pour oraison funèbre. Sur le plateau, dans l'espace de la scène, la densité de l'air est tout autre. De là ces voix, ces gestes, ces déplacements aux rythmes altérés de résistance, de réticence. De là ce statisme vibrant. Terre, ces ruptures soudaines. Ces ruptures brutales. De là surtout ces dons. Et de quel prix? C'est cette altération de la substance vivante qui rend plus réel, plus conscient et plus précieux pour chacun d'entre nous, acteurs ou spectateurs, le sentiment de son existence. Lors d'une représentation idéale. Nous ne nous émerveillons plus de ce que nous percevons d'extérieur à nous-mêmes, mais de ce que nous sommes et de ce que nous soyons. Pour mieux dire, de cette différence de notre indicatif à notre subjonctif, de cet intervalle vibrant et résonnant qu'implique la vie, rendue en son théâtre, aussi vrai que virtuel. Si j'ai été trop virtuel, Si j'ai été trop virtuel, eh bien je vous emmène dans... La partie allemande du Miniatur Wunderland. Et ici, c'est non seulement l'Allemagne, mais c'est Hambourg. Et non seulement Hambourg, mais l'Elbphilharmonie. Ce qui me rappelle, un jour on donnait un programme Ligeti et Messiaen. Et je me permets de dire à Messiaen, je suis venu surtout pour vous. Réponse,
Ligeti est bon. Oh, je m'excuse, je dis, mais vous savez, quand on a un maître qui nous éblouit, on ne voit plus ce qu'il y a autour. Et je crois que ma réponse étant liée à la lumière, elle n'a pas déplu au maître. J'en suis même certain. Sa satisfaction est visible. J'ai pas vraiment oublié de parler de la bataille des places de Saint-François. Et c'est que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo qui s'appelle Olivier Messiaen was here. Elle est dans l'immeuble qu'habitait Olivier Messiaen, 230 rue Marcadet, à Paris. Voilà. En fait, Madame Loriot m'avait dit, il paraît qu'on s'est battu à la première de Saint-François pour avoir des places. Et c'était moi, le bagarreur. Écoute, si vous voulez écouter la vidéo, vous la trouvez facilement. Vous entrez Olivier Messiaen was here. Voilà. Donc, on est en plein spectacle de Saint-François d'Assise. Et vraiment, je n'ai jamais entendu ça comme ça. C'est extraordinaire. Le Sacre du Printemps à Paris, au nouvel auditorium de la Maison de Radio France. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Le bâtiment déjà est invraisemblable. C'est Dada finalement. Le metteur en scène est de Zurich. Encore. Zurich. C'est maintenant que je dois m'appliquer à bien comprendre les tours et détours du labyrinthe monumental. Ce metteur en scène et le chef d'orchestre, comment les trouver? Les entr'actes de 35 minutes. Cette Elbphilharmonie est tellement vaste que tous les plus grands bateaux qui passent à ses pieds sur l'Elbe ont l'air de jouets d'enfants. Deuxième entr'acte, je vais le mettre à profit pour fouiller les entrailles du monstre, interroger les agents de service, les vigiles. Comment peut-on accéder aux coulisses une fois le concert terminé? Est-il possible de rencontrer les artistes? La première réponse nous parle de niveau A13, puis A12, puis d'escalier, puis de couloir sur la gauche. Et puis, c'est là où nous rencontrerons certainement pas les artistes, mais un rempart de gardiens qui protège le saint des saints. Ce sont eux, nous dit-on, qui transmettront notre courrier à M. Delnon et à M. Nagano. Ça peut se comprendre. Non seulement Kent Nagano est un chef de réputation internationale, mais il est directeur musical général et chef principal du Staatsoper et de cette Elbphilharmonie de Hambourg. Mais mon courrier n'est pas n'importe quel courrier. Alors, ravi du spectacle que je viens de voir, de l'œuvre que je viens d'entendre, j'applaudis généreusement tous les acteurs qui viennent saluer le public, chacun son tour, sur la passerelle. Saint François, frère Léon, frère Massé, l'ange, Kent Nagano qui vient de diriger avec beaucoup d'énergie pendant 4 heures, Georges Delnon qui a conçu une mise en scène vraiment imaginative, les scénographes, concepteurs vidéo, bref tout le monde, mais la lettre de Madame Loriot me brûle les doigts. Et me voici, coursier éperdu, tentant de reconstituer de mémoire de niveau en niveau le chemin des coulisses. Voici enfin une porte, un vigile. Il ne laisse passer personne, mais il n'a pas l'air méchant. Ah, c'est le moment de sortir toute la diplomatie dont je peux être capable, et puis tout l'allemand dont je me souviens. Guten Tag, ich habe einen Brief für Herrn Nagano und Herr Delnon. Eine Kopie eines Briefes, den mir Frau Loriot-Messiaen nach dem Tod ihres Mannes geschickt hat. Dort wird der Engel des heiligen Franziskus erwähnt. Et je m'en tire pas trop mal. Et puis je lui montre la feuille, la lettre. Là, je crois qu'il me prend au sérieux. Il me dit « Attendez, ne bougez pas ». Et il disparaît, il ferme la porte derrière lui. Passe 1 minute, qui me semble longue. Le revoici accompagné d'une jeune femme toute de noir vêtue, mais il me semble que c'est ainsi que les choristes de Saint-François étaient habillés. Sans doute est-ce l'une de ces choristes. Elle est franco-allemande.
Elle me demande si je connais déjà Kent Nagano. 30 secondes. J'ai été 30 secondes face à face avec lui, devant la loge de Madame Loriot. J'attendais qu'elle m'ouvre la porte pour lui remettre un bouquet de fleurs. Donc c'était à l'issue d'un concert où Madame Loriot tenait le piano. Maria Oran chantait Messiaen, chant de terre et de ciel. Monsieur Nagano ne s'en souvient certainement pas. C'était il y a 30 ans. La jeune dame me demande de la suivre. L'obscurité du couloir et le silence font vraiment contraste avec la minute précédente. La dame me dit en chemin que Monsieur Delnon est déjà parti, mais que Monsieur Nagano est toujours là, qui s'entretient avec quelques personnes. Et en effet, petite salle sombre, le maître est là qui converse avec quelques privilégiés. 4 ou 5 personnes d'origine asiatique, 2 Allemands. Monsieur Nagano s'exprime en anglais. Il raconte la collaboration avec Messiaen, qu'il a connue même dans sa maison. Les leçons de piano d'Yvonne Loriot. Il dit aussi qu'il doit se lever à 4 heures du matin le lendemain parce qu'il va diriger à Munich. Et puis il prend congé. Ah non, non. La jeune dame m'incite à le retenir. Maître, maître, j'étais à la première de Saint-François à Paris. Monsieur Nagano s'étonne, sourit, il y était lui-même. J'étais aussi à la reprise à l'Opéra Bastille en 92. Il y avait la Madame Messiaen, il y avait Roger Muraro qui m'appelle le motard de Petitchet. Monsieur Nagano éclate de rire. Alors je peux lui dire toute mon admiration pour sa direction d'une œuvre que je n'ai jamais entendue aussi belle. Et puis pour son audace, ainsi que celle de Monsieur Delnon, d'avoir porté un opéra, et quel opéra, dans un lieu qui n'est pas destiné au jeu de ces acteurs-chanteurs. C'est pourquoi j'ai souhaité lui remettre, à lui et à son collaborateur, la copie de l'émouvante lettre de Madame Messiaen. Kent Nagano regarde, et il me remercie, mais avec une telle gentillesse et une telle humilité que j'en suis extrêmement touché à mon tour. Lui, comme Roger Muraro, ont été si proches, presque familiers d'Olivier Messiaen. Ah, je suis heureux d'avoir pu lui donner cette lettre. Je pars, non sans m'excuser, et je suis très gêné, vraiment, non sans m'excuser de lui demander d'être mon messager près de Monsieur Delnon, dont je voudrais qu'il reçoive lui aussi une copie de la lettre de Madame Loriot. Et Kent Nagano m'assure qu'il veut bien accepter ce rôle.